Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de votre journal. Frédéric Cotalorda, nommé ministre des Finances et de l'Économie. Il succédera le 1er avril à Pierre-André Chiappori qui occupait ce poste depuis 2 ans. Les grands appartements du Palais Princier rouvrent leurs portes. Ce lieu emblématique permet d'en savoir plus sur la Maison des Princes. Visite guidée dans ce journal. À quoi va ressembler le musée du Vieux Monaco? Des travaux de rénovation sont en cours avant sa réouverture prévue cet été. Nous vous dévoilerons en avant-première le nouveau visage de ce lieu. Dominique Laury reçoit le trophée Goemio d'or. Le chef exécutif de l'Hôtel de Paris partagera ce soir avec nous son émotion. Frédéric Cotalorda, nouveau ministre des Finances et de l'Économie, le prince Albert II a officialisé la nouvelle aujourd'hui dans un communiqué de presse. Celui qui était jusqu'alors conseiller spécial au département des Finances et de l'Économie prendra ses fonctions ce mercredi 1er avril. Après des études universitaires en économie avec une spécialisation en ingénierie patrimoniale, Frédéric Cotalorda a intégré en avril 2005 le service d'information et de contrôle sur les circuits financiers où il a occupé différentes fonctions et notamment celle d'adjoint au directeur jusqu'en septembre 2013. Par la suite, il a développé une activité de conseil aux professionnels assujettis aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. En août 2024, il a pris les fonctions de conseiller spécial au secrétariat du département des Finances et de l'Économie. Le communiqué de presse du Palais Princier indique que cette double expérience, à la fois publique et privée, lui confère une expertise et une connaissance précieuse des enjeux auxquels la principauté est confrontée dans ces domaines. Frédéric Cotalorda succède ainsi à Pierre-André Chiappori qui occupait ce poste depuis 2 ans. Il fascine et lève le voile sur l'histoire des Grimaldi. Les grands appartements du Palais Princier rouvrent leurs portes au public. Ce lieu emblématique est toujours très prisé des touristes curieux d'en savoir plus sur la Maison des Princes. Visite guidée avec Alexandra Pani et Marie-Ève Béhy. Leur ouverture annonce le retour des beaux jours. Les grands appartements du Palais Princier sont traditionnellement dévoilés au public d'avril à octobre. L'occasion de découvrir ces salles emblématiques de l'histoire de Monaco et de ses princes. Vous avez des salles historiques et vous avez aussi des salles de réception. Le palais est un lieu vivant, nous ne sommes pas dans un musée. Donc certaines des pièces que les gens peuvent visiter sont des endroits qui sont utilisés par la famille princière. Vous avez entre autres la salle du trône ou le salon bleu. Et vous pouvez voir aussi la bibliothèque qui, en plus d'être magnifique, est un lieu pour les chercheurs aussi. Dès cette première journée d'ouverture, les visiteurs ont répondu présent et ont pu découvrir une nouveauté. Nous avons ouvert une nouvelle salle qui s'appelle la salle Bellérophon. En fait, c'était une pièce qui était visible jusqu'avant le Covid. Et après, ils ont commencé à faire des restaurations. Et maintenant, le chantier n'est toujours pas terminé. Vous pouvez voir les fresquistes travailler. Et vous avez déjà un aperçu des magnifiques fresques du XVIIe siècle que vous pouvez voir au plafond. Autre nouveauté de cette année, les visiteurs pourront découvrir une exposition temporaire exceptionnelle, le mariage du siècle, consacré aux 70 ans célébrant l'union entre le prince Régnier III et la princesse Grace en 1956. Plusieurs temps forts donc à retenir cette année. Autre lieu à redécouvrir, le musée du Vieux Monaco. Après des travaux de rénovation, ce musée du patrimoine matériel de Monaco recevra à nouveau des visiteurs cet été avec quelques nouveautés. C'est lors d'une visite du prince Albert II que nous avons pu découvrir la transformation des lieux. Le reportage d'Alexandra Pani et Marie-Ève Béhy. Niché au numéro 2 de la rue Émile Delotte sur le Rocher, le musée du Vieux Monaco vient de terminer sa grande transformation. Nouveau design et nouvel aménagement pour ce lieu qui a à cœur de partager l'histoire patrimoniale de la principauté. Comme il est sur le Rocher, nous avons pensé à une scénographie, une muséographie qui implique les rues du Rocher. Donc les rues du Rocher, on a dit, les rues du Rocher, qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont héritières du bourg castral, fondateur, ensuite témoin de l'existence de la langue monégasque, puisque les rues de Monaco-Ville sont en français et en monégasque. Ensuite, mémoire de personnages célèbres, parce que beaucoup de personnages
ont eu une activité, où on sont nés, où on vécu, on fait vraiment quelque chose sur le rocher. Et ensuite, les traditions évidemment religieuses et populaires, parce que la plupart des traditions se passent sur le rocher. Une salle à l'étage également consacrée aux fameuses céramiques de Monaco. Le prince Albert II a pu effectuer une visite privée de ce musée qui a su se mettre au goût du jour en proposant une scénographie ludique et didactique pour accueillir les visiteurs de tous âges. Pour pouvoir, à votre tour, découvrir cette belle transformation de cette mémoire du patrimoine monégasque, il faudra encore patienter jusqu'à cet été pour sa réouverture officielle au public. Avant de poursuivre son retour en France et de rejoindre Marseille le 2 avril, Plastic Odyssée a reçu la visite du prince Albert II. À bord, le souverain a été reçu par Simon Bernard, le président et cofondateur de Plastic Odyssée. Ensemble, ils ont pu échanger sur les missions et les découvertes de cette exploration autour du monde, dont la mission est de lutter contre la pollution plastique. 3 ans d'action auront permis à toute l'équipe de collecter toutes les initiatives qui transforment des déchets plastiques en opportunités. Pour en savoir plus sur Plastic Odyssée, l'interview de Simon Bernard est toujours disponible sur la chaîne YouTube de Monaco Info. 15 jours après le guide Michelin, le Goemio a remis ses trophées PACA au Negresco à Nice. Ces récompenses sont décernées aux chefs et aux talents de la région et parmi les primés, on retrouve un visage bien connu de la principauté, Dominique Laury. Le chef exécutif de l'Hôtel de Paris a reçu le trophée Goemio d'or, la plus haute récompense régionale attribuée par le célèbre guide jaune. Dominique Laury nous fait le plaisir d'être notre invité ce soir. Bonsoir chef. Bonsoir. Félicitations pour ce Goemio d'or. Qu'est-ce que ce trophée représente pour vous tout d'abord ? Tout d'abord, c'est une grande fierté et c'est une très belle récompense pour mon travail, mais surtout le travail de toute une équipe derrière, que ce soit en pâtisserie, en cuisine, en salle, en sommellerie. C'est un vrai travail d'équipe qu'on fait à l'Hôtel de Paris. J'ai beaucoup de chance d'avoir une équipe soudée qui me soutient. J'ai des très bons chefs et sous-chefs, dont Julien Lasso qui est le chef du grill. Voilà, c'est une très belle récompense et on est très fiers aujourd'hui de ramener ce trophée à l'Hôtel de Paris. C'est aussi une belle reconnaissance pour votre carrière qui est marquée par de grandes rencontres, notamment avec Alain Ducasse ou Pierre Gagnaire. Hein. C'est ça. J'ai eu la chance de travailler pour Pierre Gagnaire pendant 2 ans. Et pendant 25 ans pour Alain Ducasse, qui a suivi mon parcours. Et c'est grâce à lui que je suis chef exécutif de l'Hôtel de Paris actuellement. Donc voilà, c'est des très belles récompenses et des très belles rencontres. Ce n'est pas la première fois que le Goemio vous remet une récompense. Vous aviez déjà reçu le trophée d'excellence en 2024 pour la région PACA, si je ne me trompe pas. Hein. C'est ça. Il y a 2 ans, j'avais reçu le trophée technique d'excellence à Marseille. Et voilà, 2 ans après, le Goemio d'or, donc voilà, on est très contents. Est-ce que quand on reçoit un prix comme celui-ci, on voit défiler un petit peu sa carrière, on se remémore ses débuts auprès d'Alain Ducasse, puis auprès de Pierre Gagnaire, et puis de retour avec Alain Ducasse, est-ce qu'on se dit, voilà, il y a quand même un beau chemin parcouru depuis tout ce temps ? Il y a un beau chemin parcouru, mais il en reste encore un long à parcourir, donc c'est ça qui est chouette. En fait. Vous gardez encore de grandes ambitions et depuis 2022, Dominique Laury, vous êtes le chef exécutif de l'Hôtel de Paris. C'est une grande marque de confiance et de reconnaissance aussi. Oui, bien sûr, parce que l'Hôtel de Paris, c'est quand même le joyau de la Société des Bains de Mer. Donc j'ai beaucoup de chance et il y a encore beaucoup de choses à faire, que ce soit sur les banquets, sur le room service, sur le bar, même sur le grill. Il y a toujours des choses à améliorer pour faire en sorte aussi qu'on fasse une évolution pour pas que nos clients s'ennuient et voient toujours l'évolution et les nouveautés. Un éternel renouvellement. Un mot, chef, si vous le voulez bien, sur le guide Goemio, comme le Michelin, c'est un guide référence dans la haute gastronomie ? C'est ça, ça fait partie des 2 guides références de la gastronomie. Et moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir ce prix. Et voilà, c'est grâce à eux que la gastronomie aussi a été mise en avant. Donc voilà, il faut en être fier. Et les établissements de l'Hôtel de Paris, ils sont bien représentés. Hein. C'est ça, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Dominique Laury, d'avoir été notre invité ce soir. Et puis, félicitations encore pour ce trophée que vous venez de recevoir. Merci beaucoup, bonne soirée.
En basket, la Roca Team a dominé Le Mans hier en Betclic Elite 99-85. Okobo, Strazel et Blossom Game, auteurs de 50 points à eux 3, ont été déterminants lors de cette rencontre. Thierry Tarpé s'exprime sur la performance de son équipe et les enjeux de cette fin de saison au micro de Gaëtan Lebrun. Je pense que c'était pas un match parfait, mais on a fait le boulot. On a mis le... Comment on dit ça? We set the tone en premier mi-temps. Et troisième quart-temps, on a lâché un peu, mais finalement, on était sérieux, on a fait le boulot. Donc, on prend un peu de repos. Et après, c'est le dernier sprint de Euroleague. C'est toujours une tranche de revenge de l'année dernière. Donc, ouais, cette année, on vraiment, chaque match contre eux, on prend tellement sérieux. On sait qu'ils ont bien coaché, ils ont des talents. Donc, ouais, chaque match, il faut qu'on joue bien. Les dernières quelques semaines, nous concentrons sur que l'effort. L'effort à jouer des bons baskets, à partager le ballon. Et en premier, il faut qu'on joue un peu mieux en défense. On a donné trop de points dans le dernier match de la Ligue. Donc, encore, ça va être quelque chose qu'on se discute entre nous, comment on peut mêler la défense. Mais l'effort, l'énergie, il faut que ça reste à 100%. Dans les autres résultats sportifs du week-end, l'Isapou a signé une très belle 6e place lors de la première étape de Coupe du Monde du 10 km en eau libre à Soma Bay. La Monégasque signe en Égypte son meilleur résultat sur le circuit jusqu'à présent. Prochain rendez-vous le 24 avril à Ibiza. Monaco United déjà sacré champion de district de la Côte d'Azur grâce à leur victoire 14-0 face à l'AS Fontaine Antibes. Les joueuses de Marco Simone sont assurées de terminer à la première place du classement et de jouer les barrages d'accession en régional. Ce dimanche, c'est une autre compétition qui attend les Monégasques, la demi-finale de Coupe Méditerranée face à Hyères, club de régional. Le festival Printemps des Arts explore l'histoire du quatuor à cordes en France. Dimanche, l'événement proposait un concert à l'hôtel Hermitage, mettant en valeur toute la technicité de l'exercice. Le reportage de José Sacré et Hugo Comaza. 5 pièces pour quatuor de Jadin, Fauré, Saint-Saëns, Arriaga et Franck, interprétés par 2 quatuors prestigieux, le quatuor Mosaïque et le quatuor Danel. Tel était le programme du concert donné dimanche 29 mars dans la salle Belle Époque de l'hôtel Hermitage. Le quatuor est roi par définition, c'est la forme musicale ou le genre musical qui est celui de l'expérimentation, du progrès en musique, des questions de langage. C'est à la fois la pureté d'une formation concentrée et puis tous les possibles que l'on peut imaginer harmoniquement, rythmiquement. Donc pour moi, le quatuor est peut-être la formation reine de l'histoire de la musique. Le quatuor Mosaïque, qui est un quatuor historiquement informé, donc qui travaille sur des instruments réglés comme ils devaient l'être à l'époque, ou des créations des œuvres, avec notamment un de mes collègues au Conservatoire de Paris, quand j'étais le directeur, qui est Christophe Coin, qui est un monument du violoncelle baroque et du violoncelle classique. Donc un quatuor qui existe depuis 40 ans et qui a défendu ce répertoire qu'on va écouter aujourd'hui depuis des décennies. Et par ailleurs, le quatuor Danel, un quatuor moderne, qui a fait énormément de créations mondiales. J'avais beaucoup écrit pour eux, mais pas uniquement, qui joue aussi tout le répertoire, qui est très célèbre aussi pour des intégrales Shostakovich, des intégrales Weinberg, qui font vraiment autorité aujourd'hui, et qui est un quatuor qui doit avoir peut-être le plus large des répertoires de tous les quatuors au monde. Prochain concert du Printemps des Arts le mercredi 2 avril, un concert d'orgue par Olivier Latry à 19h30 à la cathédrale de Monaco.
Dessine-moi un jardin, c'est le nom de l'opération lancée par la Direction des Affaires culturelles et de la Direction de l'aménagement urbain dimanche au jardin du Trocadéro. Elles invitaient la population à imaginer et à composer leur propre massif fleuri afin de renaturer la principauté. Les explications de Gaëtan Lebrun et Jean-Alexandre Dordet. Le concours Dessine-moi un jardin fait son grand retour pour une deuxième édition. Ouvert à tous les résidents, il rassemble aussi bien des passionnés de jardinage que de simples curieux venus relever un défi créatif en plein air. Nous avons choisi de concentrer tous les jardins, c'est-à-dire que la direction de l'aménagement urbain avec laquelle nous avons établi ce projet a monté ces grandes jardinières côte à côte. Et nous avons un seul et même grand jardin que 8 candidats se partagent pour avoir le résultat à la mi-juin. Donc aujourd'hui, nous plantons. Le thème est les couleurs primaires. Et à la mi-juin, un jury d'experts se réunira pour choisir le lauréat, celui qui aura fait le plus beau jardin, le plus équilibré et qui sera en rapport avec la thématique des couleurs primaires. Sur place, tout est prêt, massif installé, outils fournis et végétaux mis à disposition. Guidés par des professionnels de l'aménagement urbain, les participants laissent libre cours à leur imagination. Alors là, on est sur un type de plante vivace. Il n'y a pas de plantes annuelles, donc c'est des plantes qui peuvent rester plusieurs mois en place. Il y a différentes hauteurs de plantes aussi, il faut jouer avec les hauteurs. Il y a des plantes plus hautes, c'est-à-dire les points hauts, plutôt des arbustes, et après des plantes vivaces plutôt de mi-hauteur qui font une trentaine de centimètres, et quelques plantes tapissantes qui restent au niveau des cours au sol. L'initiative s'inscrit dans une démarche plus large, celle de renaturer la ville et d'impliquer les citoyens dans l'embellissement de leur cadre de vie. Coup de projecteur à présent sur cette nouvelle enseigne qui s'est installée en principauté et qui fait du jeu un véritable outil d'apprentissage. Enimini, concept store venu du Royaume-Uni, propose une sélection de jouets éducatifs et éco-responsables pour les enfants. Un lieu pensé aussi à hauteur des plus petits. Les détails de Vanessa Dessy et Thomas Deus. Tout part d'une comptine anglaise bien connue des enfants, l'équivalent de notre Amstramgram. Dans cet univers ludique né Enimini, fondé en 2022 au Royaume-Uni par une mère de 3 enfants. Un concept rapidement récompensé outre-Manche qui s'installe aujourd'hui en principauté. Enimini a été créé par Clotilde au UK il y a déjà 3 ans et elle a voulu descendre sur Monaco. Parce que déjà son mari est enfant du pays, donc elle savait qu'il y avait un énorme besoin à Monaco au niveau des enfants. Chez Enimini, les jouets ne sont pas choisis par hasard. La sélection privilégie des objets éducatifs, conçus pour stimuler l'imagination et accompagner le développement de l'enfant. Dans cette boutique, en fait, c'est un lieu où on peut acheter des jouets, mais aussi un lieu de partage avec les enfants et on met en avant aussi les jouets pour que les enfants l'utilisent avant de pouvoir l'acheter pour être bien sûr que ça leur convienne. Déjà, c'est des jouets qui vont de 0 à au moins 10 ans et Clotilde les a testés avant avec ses enfants pour les mettre en boutique et c'est des jouets éducatifs également ludiques, éco-responsables et surtout on essaye de travailler avec l'Union européenne avant tout, on travaille aussi avec une marque australienne et vraiment des petites entreprises. Enimini lance son premier atelier créatif pour enfants ce samedi. Un moment pour créer, découvrir et s'amuser ensemble. Inscription sur enimini.com ou directement en boutique. Autre nouveauté en principauté, l'ADM Club. Il s'agit d'un réseau privé destiné à mettre en relation des artisans, des artistes, des créateurs d'exception. Son lancement officiel a eu lieu dans les caves de l'Hôtel de Paris. Vanessa Dessy vous en dit plus dans ce reportage réalisé avec Marie-Ève Béhy. Promouvoir l'excellence, soutenir les talents et créer des opportunités uniques pour ses membres, l'ADM Club se présente comme un nouveau lieu d'échange, mêlant gastronomie, art et rencontres exclusives. Ce lancement a créé l'enchantement en plein cœur des caves de l'Hôtel de Paris. J'ai créé cette club pour créer une liaison entre les maîtres artisans, les artistes, les gardiens de savoir-faire, et de mettre en relation avec les gens qui sont passionnés par les belles choses, les choses qui ont une valeur.
Et dans cette club, les deux parties se rencontrent comme un pont. Stefano Conticelli, artisan italien, se distingue par son savoir-faire d'exception en maroquinerie et objets de luxe. Promu par Alain Ducasse, il voit son talent reconnu au plus haut niveau, entre tradition artisanale et créativité contemporaine. Stefano, quand j'ai vu qu'est-ce qu'il fait, je suis tombée amoureuse et il est venu dans ADM tout de suite. Et on se trouvait parce qu'on parle la même langue. Il est un créateur et en même temps, moi je suis passionnée parce que les belles choses, ils n'ont pas besoin de parler à voix haute. Les choses, on sent. Il a une valeur qui est transmise à travers des choses qu'il lui-même il fait. Et il a cette connexion entre les deux. L'ADM Club promet d'ouvrir de nouvelles perspectives et de tisser des liens durables entre ses membres. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, les prévisions météo de Christinda Thomel. On se quitte en images avec les photos de la réouverture des grands appartements du Palais Princier. Passez une excellente soirée et rendez-vous demain à 19h pour un nouveau JT sur Monaco Info. Bonsoir à tous, très belle journée en perspective demain sur la Principauté, du soleil du matin jusqu'au soir avec un ciel parfaitement bleu et aucune perturbation à signaler. Côté température, la matinée démarra avec 9 degrés, une fraîcheur encore typique de la fin mars. Dans l'après-midi, le thermomètre grimpera jusqu'à 17 degrés sous un soleil généreux, de quoi profiter encore pleinement de l'extérieur. Et en ce mardi 31 mars, nous fêterons les Benjamins. Ce prénom vient de l'hébreu et signifie « fils de la main droite ». Il rend hommage à Saint Benjamin de Perse, un diacre du 5e siècle, célèbre pour avoir défendu ses convictions avec courage, malgré les persécutions. Et comme le dit si bien le dicton, à la Saint Benjamin, le mauvais temps voit sa fin.